Tony Beats a perdu un demi-million de dollars et la saison n'a même pas eu la chance de démarrer correctement. Avant qu'un seul seau de terre puisse être soulevé du sol, il a été forcé de quitter la rivière Indian, le coupant ainsi de l'une de ses opérations clés. Il se trouve désormais dans une position brutale. Il saigne de l'argent sans aucun terrain actif à exploiter, tandis qu'une drague d'1 million de dollars peine à justifier son existence. Lorsque le nettoyage hebdomadaire arrive, le chiffre est presque incroyable. 11 onces. Juste 11 heures. Au cours d'une carrière qui s'étend sur 3 décennies dans le Klondike, Tony n'a jamais rien vu d'aussi bas. Et le poids de cette réalité pèse lourd dans l'air. Pourtant, il ne s'effondre pas. Au lieu de cela, il l'ignore à sa manière, admettant qu'il s'agissait d'un travail incohérent, mais conservant l'idée que les choses ne peuvent que s'améliorer à partir de maintenant. La vérité, cependant, est bien plus dure que l'optimisme. Il lui faut 50 onces par semaine, juste pour atteindre le seuil de rentabilité, pas pour faire du profit, pas pour croître, juste pour survivre. Et pourtant, au milieu de cette pression, quelque chose commence à bouger presque doucement d'abord, puis d'un seul coup. Une grue de 50 tonnes arrive par barge. Les opérations commencent à s'aligner et 3 usines distinctes prennent vie en même temps, signalant que Tony ne recule pas. Il se prépare. C'est là que l'histoire tourne, où l'homme connu pour ne jamais se plier commence à se sortir du gouffre d'une manière à laquelle même son propre équipage ne s'attendait pas. La drague qui menace de le ruiner est la même machine dans laquelle il a investi plus d'1 million de dollars. Une relique de 1938 qui exige une attention constante et ne donne que très peu en retour. Cela a consommé une année complète de sa vie, épuisant ressources, patience et énergie. Et jusqu'à présent, cela n'a rapporté que 88 000 dollars. Ce chiffre n'est pas seulement décevant, il est dévastateur. Il lui faut près de 100 fois ce montant juste pour atteindre le seuil de rentabilité avant que le Klondike ne gèle à nouveau, enfermant tout dans la glace et mettant fin à la saison. Et maintenant, pour aggraver les choses, la drague peut à peine rester opérationnelle assez longtemps pour produire quoi que ce soit de significatif, brisant constamment le rythme juste au moment où elle commence à prendre de l'ampleur. Le problème devient douloureusement clair, la ligne du godet ne cesse de sauter sa trajectoire. Chaque fois que la machine commence à fonctionner correctement, la chaîne glisse, interrompant la progression et risquant de provoquer des dommages supplémentaires. Jerry, le treuilleur, observe attentivement depuis des jours, étudiant le mouvement, la tension, le rythme de la chaîne, jusqu'à ce qu'il identifie enfin ce qui pourrait ne pas fonctionner. Le problème remonte à l'automne précédent, lorsque l'équipage a remonté la drague sous pression et sans suffisamment de pièces. Ils n'avaient pas assez de seaux pour terminer correctement la chaîne, alors ils ont improvisé, ajoutant 3 seaux supplémentaires juste pour que cela fonctionne. À l'époque, c'était une décision nécessaire, mais aujourd'hui c'est peut-être précisément ce qui les retient. Jerry pense qu'un de ces seaux supplémentaires n'a pas sa place. La chaîne, affirme-t-il, est trop longue d'un seul maillon, ce qui perturbe l'ensemble du système. Cette seule erreur de calcul suffit à déstabiliser l'opération, provoquant le saut de la chaîne et la drague. C'est une conclusion simple, mais qui entraîne d'énormes conséquences. Gene, le mécanicien de drague, prend du recul et étudie attentivement le système. Il observe comment la chaîne repose, comment elle se charge, comment elle saute sous la pression, et lentement, il commence à accepter. La file d'attente est trop longue. Retirer un seau combler l'écart, et le système devrait revenir à l'équilibre. Sur le papier, la solution semble simple. En réalité, c'est tout le contraire. La réparation incombe à Gene et Tony en suivant la chaîne de commandement stricte qui régit des opérations comme celle-ci. Même si Jerry a identifié le problème, ce n'est pas lui qui résout le problème. Sur une machine aussi complexe, la hiérarchie compte et les décisions y circulent, qu'elles soient pratiques ou non. Ils commencent à travailler sur la goupille qui maintient le seau en place, mais celle-ci refuse de coopérer. Ils bougent à mi-chemin, puis se bloquant comme s'ils résistaient au changement. La tension monte lorsque les godets commencent à tirer latéralement contre le châssis, menaçant de transformer un travail de réparation en un véritable désastre mécanique. Tony ne recule pas. Il s'y penche. Gene maintient la chaîne stable et pouce par pouce, avec pression et persévérance, la goupille finit par céder. Ils attachent une chaîne autour du seau, lâchent le soulèvent et rassemblent les extrémités de la ligne, reconnectant ainsi le système pièce par pièce. Quand c'est fait, Tony recule et étudie le résultat. Il n'y a pas de célébration, pas de déclaration dramatique, juste une reconnaissance discrète. Le seau supplémentaire a disparu. La chaîne se trouve là,
où elle devrait. Pour la première fois depuis longtemps, la drague fonctionne comme elle a toujours été censée fonctionner. Et pendant une journée entière, ça marche. Mais la victoire est de courte durée quand arrive le nettoyage hebdomadaire. Tony n'a pas besoin d'espoir, il a besoin de chiffres. 50 onces est le minimum, la limite entre rester à flot et sombrer plus profondément dans la perte. Lorsque Minnie entre dans la cabane de cuisine avec l'or, la pièce devient silencieuse avant même qu'elle ne parle. Tout le monde le sait déjà. Elle dépose l'or sans cérémonie et Paul s'avance pour le peser. La balance se stabilise et le nombre apparaît 11,25 onces, à peine 12 000 $. En 30 ans, Tony n'a jamais rien vu de pareil. Et le choc n'est pas fort, il est silencieux, lourd, indéniable. Il leur manque 39 000 $ pour atteindre le seuil de rentabilité en une seule semaine. La drague a récupéré moins de 9% de ce que Tony y a investi. Personne ne dit rien. Pas Mike, pas Jerry. Le numéro reste là, impossible à ignorer. Et pourtant, Tony ne se couche pas. Il regarde la situation différemment, n'ignorant pas la perte, mais la recadrant. Ils ont fait fonctionner une machine vieille de 75 ans. En cas de panne mécanique majeure, ont identifié le problème, l'ont réparé en cours d'exploitation et l'ont maintenu en mouvement. Dans son esprit, ce n'est pas un échec, c'est un progrès. Alors il prend une décision. Ils reviendront la semaine prochaine et le reprendront, car à partir de 11 onces, il ne reste qu'une seule direction à parcourir. Loin du chaos du Klondike, l'histoire de Tony remonte à un endroit très différent. À 24 ans, il a quitté avec détermination une ferme laitière de 50 acres aux Pays-Bas. Des décennies plus tard, il revient parcourant le même pays qui définissait autrefois son monde entier, le voyant désormais avec des yeux complètement différents. Les champs semblent plus petits, la grange, le pâturage, tout ce qui paraissait vaste autrefois apparaît désormais réduit, comme si le temps lui-même avait remodelé sa mémoire. Il marche aux côtés de Minnie, prenant tout en compte, mesurant tranquillement la distance entre qui il était et qui il est devenu. Sa mère Magda, aujourd'hui âgée de 82 ans, vit toujours près de la ferme familiale. Elle reste farouchement indépendante, conduisant sa propre voiture, faisant du vélo, s'occupant de son jardin, avec la même force qui perdure clairement chez son fils. Il n'y a pas besoin d'explication, sa résilience parle d'elle-même. Alors que Tony traverse la propriété, il remarque quelque chose qui l'arrête un instant. Les poteaux de clôture qu'il a installés lorsqu'il était jeune sont toujours là après 35 ans. Légèrement tordus, usés par le temps, mais tenant toujours leur place dans le sol, un peu comme Tony lui-même résisté par des années de lutte, mais jamais brisé. Minnie est tombée amoureuse de Tony parce qu'elle pensait qu'il avait de l'argent. Il conduisait une Mercedes. Il lui a fallu un certain temps pour découvrir que la voiture appartenait à son père. À ce moment-là, il était trop tard. Magda a regardé Gold Rush. Tout le quartier connaît Tony désormais. Il l'avait imaginé assis au bord d'une rivière avec une poêle à or, plissé les yeux dans un ruisseau quelque part au Canada. Lorsqu'il voit le parc d'équipement, il court réellement. Les bulldozers, la drague, les lavoirs, l'ampleur de ce qu'il faut pour extraire 2000 onces d'or du Klondike. Il trouve cela très intéressant. Magda dit que Tony a toujours été difficile, toujours impatient, toujours ailleurs dans sa tête. Un rebelle qui n'aimait pas les règles, il avait d'autres idées que ses parents. Et il a fait parler tout le village de sa conduite longtemps après son départ. Certaines de ces mêmes personnes le regardent désormais à la télévision. Il y a une autre chose qu'ils trouvent intéressante. Le quartier l'appelle Tony Blip. Sa mère délivre cette information sans aucune expression sur son visage. Tony Blip. Voilà qui il est dans ce village, le gamin qui est parti sans rien. Je suis revenu célèbre, et je n'arrive toujours pas à terminer une phrase à la télévision sans entendre un bip. La chute du père. Et le lendemain matin, Tony a 15 ans lorsque son père a un accident. Tony travaille dans la botte de foin. Il abat une balle. Et un autre se détache du haut de la pile, roule sur la poutre au-dessus de l'auge, et tombe sur son père pendant que l'homme travaille en dessous. 40 ou 50 livres de foin compressé. 2 histoires complètes. Je prends de la vitesse tout au long de la descente. Debout dans cette même grange, 35 ans plus tard. Tony raconte ce qui s'est passé. Il était dans la botte de foin. Il a abattu une balle, et un autre s'est détaché tout en haut, roulé sur la poutre, et il est tombé sur son père qui travaillait en contrebas. Son père est conscient lorsque Tony le rejoint. Il ne peut pas bouger. L'ambulance le fait sortir. Il est paralysé pendant 14 jours avant de s'améliorer lentement. Mais il ne travaille plus jamais à la ferme. Il ne peut plus travailler à la ferme. Il ne lui reste plus grand-chose à faire.
Le lendemain matin, il faut encore traire les vaches. Tony a 15 ans. Il n'en débat pas. Il ne reste pas dans la grange à se demander si c'est juste, ou s'il est prêt pour cela. Les gens doivent manger. Les choses doivent continuer à avancer. Il s'en va simplement. Il fait tout cela, tout seul, chaque matin avant l'école, avant la balade à vélo de 7 kilomètres, parce que c'est ce que la situation exige, et rester inquiet ne fait rien avancer. Le principe de fonctionnement de Tony n'a jamais été compliqué. Quelle que soit la situation, il s'en occupe, il prend le relais et continue. Il a décidé cela à 15 ans dans cette grange, et rien depuis n'y a changé. Ce n'est pas quelque chose que Tony a résolu plus tard, c'est ce qu'un jeune fermier de 15 ans a décidé un matin froid dans cette grange, et depuis, il l'opère. Problème à Thistle, la solution de 50 tonnes. Tony a payé 30 000 $ pour expédier sa grue de 50 tonnes sur le fleuve Yukon sur une barge. Parce que sans ça, sa drague démolie à Thistle Creek est morte dans l'eau depuis 3 semaines complètes. La grue de 20 tonnes a atteint sa limite. Les gros morceaux de la drague ne bougent pas sans plus de portance. Tony regarde la saison s'écouler depuis 3 semaines pendant que la grue reste bloquée à Dawson. Aucun progrès sur le démontage, l'ensemble du projet est gelé. Maintenant, la grue est à Thistle. Tony ne l'annonce pas. Il montre simplement la fenêtre de l'hélicoptère. Tony ne fait pas de discours. Il montre le hublot de l'hélicoptère près de la grue sur la berge de Thistle Creek. La grue de 50 tonnes est là. Je pensais que j'allais juste te montrer quelque chose. Jetez un œil par cette fenêtre. J'ai une grue de 50 tonnes là pour vous. C'est cool ou c'est cool, c'est vraiment bien. Je pensais que cette année allait être un désastre total. Le démontage peut reprendre. Len, le monteur de Tony qui est avec lui depuis 2 ans, et Phil, le soudeur que Tony a recruté dans le secteur pétrolier de l'Alberta. Fields se met directement au travail sur le portique-arrière. 8000 livres d'acier, 55 pieds de haut. Ils passent d'une élingue simple à une bride à 4 chaînes afin que le portique ne puisse pas rouler ou basculer lorsque la dernière poutre est coupée. Phil brûle l'acier. La grue prend la charge. D'où direct pas de drame. Le portique arrière se dévoile proprement. Encore quelques jours à ce rythme et la drague sera démontée jusqu'à son châssis. Le spud d'ancrage vient ensuite. Il s'agit d'un morceau d'acier de 2 pouces d'épaisseur enfoui dans le pergélisol du Klondike depuis 60 ans. Le permafrost a eu 6 décennies pour s'en emparer. Le tout est construit pour la permanence. Il n'a jamais été conçu pour sortir. La grue se verrouille et commence à tirer. Le relevé du câble grimpe à 12,5 tonnes, soit le poids de 5 camionnettes, tirant toutes dans la direction opposée. La patate tient un long moment, puis elle bouge. Lorsque le point d'ancrage se libère de 60 ans d'emprise sur le pergélisol, Tony est satisfait. Trop majeur, du pays. Morceau de la drague en une seule journée. Puis Parker Schnabel arrive de la concession adjacente en colère contre une route qui a été creusée derrière son camion-citerne. Il pense que Tony l'a fait. Tony dit qu'il n'a pas été près de l'endroit. La conversation devient vive. Ensuite, Tony écoute ce à quoi Parker est réellement confronté. Les seuils de taux de redevance se rapprochent. Un gros rouge sort de terre. Son autre usine est presque à sa limite. Et il fait une offre. Exécutez 6000 onces dans les 2 usines. Additionnez-les ensemble. Restez sous le taux de pénalité de 25%. Tony fait l'offre. Exécutez 6000 onces dans les 2 usines combinées. Restez sous le taux de pénalité de 25%. Parker accepte l'accord et repart avec la porte ouverte à sa plus grande saison à ce jour. Tony retourne à la drague. Parker repart avec la porte ouverte à sa plus grande saison à ce jour. Tony recommence à démonter sa drague, la course aux 3 plantes. La méga coupe de 18 acres sur Paradise Hill est estimée à 5 millions de $, mais seulement si Mike et Kevin dirigent tous 2 des usines en même temps. Tony a combiné leurs 2 coupes il y a 3 semaines après que Kevin ait trouvé un riche filon de saleté entre eux. L'avantage est réel. Le shaker de Kevin est toujours inactif dans la cour. La saison dernière, ce même shaker a produit plus de 3 millions de $ en or. Aujourd'hui, il doit parcourir 3/4 de mile sur un seul meuble jusqu'au nouveau pad de Kevin. Mike amène le bulldozer D-Dix de 700 chevaux, s'accroche à l'usine de 50 tonnes et commence à tirer. Nous sommes sur le point de mettre le pont shaker en position. Alors prenez un D10 et recherchez les câbles. C'est parti, 1 mile par heure. Le sol est meuble et cède par endroits, et le bulldozer doit se battre pour chaque pied. La plante avance.
Ensuite, le bulldozer fait sauter une durite de radiateur. Le moteur a tourné à sa limite absolue et quelque chose a dû céder. Kevin va chercher un remplaçant. 20 minutes plus tard, il est de retour. Il réessaye. Un chargeur arrive pour pousser par derrière tandis que le bulldozer tire par l'avant. Le plateau shaker atteint le pad. Kevin le nivelle avec quelques travaux en dessous et il faut le poseur de canalisation et un équipement supplémentaire pour obtenir le bon coin. S'il est tordu maintenant, ils perdront une semaine à réparer plus tard. Ils prennent le temps de bien faire les choses. Convoyeur attaché, trémie connecté. Kevin allume le feu et Tony regarde la première tranche de salaire arriver. Kevin allume le shaker et Tony regarde la première tranche de salaire arriver. Près de 3 mois après le début de la saison, les 3 opérations produisent en même temps. Le méga cut sur Paradise Hill est en direct. Près de 3 mois après le début de la saison, les 3 enfants produisent en même temps. Le méga cut est en direct. Monique se marie. Tony confie à Ruby Mahoney la responsabilité de l'usine de lavage de Monica avant son départ pour Dawson. La part de Monica, c'est la plus grosse rémunération de Tony. Une journée perdue coûte 36 000 $. Ruby le sait. La plante ne s'arrête pas. Tony se dirige vers Dawson. Monica se marie aujourd'hui, la seule chose qui l'empêche de prétendre à la mi-saison. Il est tout prêt. Sur l'autoroute, lorsque Ruby appelle une grosse pierre, s'est accumulée dans la mangeoire et la plante est morte. Une journée d'arrêt dans cette usine coûte 36 000 $. Tony fait demi-tour, revient nettoie la roche et fait avancer l'usine. Puis il se tourne vers Dawson et roule aussi vite que la route le permet. Sa fille se marie aujourd'hui et il est déjà en retard. Len se tient devant un immeuble à Dawson, tenant un costume que Tony n'a pas porté depuis des années. Tony le met. La cravate passe sous le col, là où personne ne peut la voir. Len attend dehors en costume. Tony l'enfile, remarque que la cravate est cachée en dessous, là où personne ne peut la voir, et décide que l'ensemble n'a pas de sens. Tony y parvient. Il accompagne Monica dans l'allée. Il est assis au premier rang dans un costume qu'il dit qu'il portera la prochaine fois lorsqu'ils l'enterreront. À la réception, on demande à Minnie ses 38 ans de mariage avec Tony Beats. À la réception, Minnie résume clairement 38 ans de mariage. Elle estime qu'elle mérite une médaille. Tony pense qu'il mérite une libération conditionnelle. Ni l'un ni l'autre n'obtient ce qu'il veut, et ni l'un ni l'autre ne va nulle part. Le nettoyage de Mike commence. 53 onces, 75 000 $. 2 jours d'écluse. 25 onces par jour cohérent. Exactement là où Mike a été toute la saison. Monica met ensuite sa semaine sur la balance. Première semaine complète d'éclusage au Honker Cut. 30, 40, 50, 60, 62 onces. Plus que Mike de près de 10 onces. Pour la première fois de la saison, Monica a battu son grand frère. Les 62 onces de Monica représentent près de 10 onces de plus que la semaine de Mike. Pour la première fois de la saison, elle a surclassé son frère aîné. Tony regarde Kevin. Le shaker de Kevin est sale. Il n'a encore rien sur la balance. Tony ne le laisse pas rester. Tony regarde Kevin. Le shaker est en marche, mais Kevin n'a rien sur la balance cette semaine. Tony le souligne. Kevin confirme qu'un nettoyage aura lieu la semaine prochaine. 3 usines produisant. Monica à 62 onces. Mike à 25 onces par jour. Le shaker deck de Kevin fait tourner la méga coupe. L'estimation de 5 millions de $ pour Paradise Hill n'est plus théorique. C'est désormais une course contre la montre de la saison. Le chemin du retour. Tony gagne un demi-million de $. Il a également Monica à 62 onces. Mike Stable à 25 onces par jour. Le shaker deck de Kevin en direct sur le méga cut. Et un accord de 6000 onces avec Parker Schnabel que personne n'avait prédit. Priorité à une seule usine. Vous êtes en haut du... L'argent est à 300 ou quelque chose du genre, et l'autre est à peu près à 3000. On est loin des 11 onces, pas encore assez loin. Le calcul n'est toujours pas concluant. Tony poursuit un trou qui a commencé avec un demi-million de $ de large, et le gel du Klondike ne bouge pour personne. Chaque semaine à partir d'ici compte. Chaque nettoyage compte. Chaque heure où les usines sont en panne, c'est de l'argent qu'il ne peut pas récupérer. Le principe de fonctionnement de Tony n'a jamais été compliqué. Quelle que soit la situation, il y fait face. Il prend le relais et continue. Il a décidé cela à 15 ans dans cette grange et rien depuis n'y a changé. Il a traversé cette grange hollandaise il y a 2 semaines. Et je me suis souvenu du matin où il est devenu l'homme qu'il est. Tony Beats a fait cet appel à l'âge de 15 ans
dans une étable laitière aux Pays-Bas. Debout, à côté des vaches qui devaient être traites. Que son père soit debout ou allongé par terre. Il a pris le relais ce matin-là. Il le reprend toujours sur le Klondike 35 ans plus tard, avec tout ce qu'il porte. Si 3 usines de lavage peuvent fonctionner assez longtemps et assez fort pour combler un écart d'un demi-million de dollars avant le gel. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine. Déposez un commentaire ci-dessous. Pensez-vous que Tony comble l'écart avant de geler? Les 3 usines fonctionnent. Le méga cut est en direct, mais le déficit d'un demi-million de dollars est réel. Et le Klondike ne donne pas de prolongation. L'horloge tourne déjà. Dur. Et comme toujours Tony aussi.